Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour venir aujourd'hui. Je m'appelle André Côté. Je suis directeur exécutif avec The DAIS à l'Université Toronto Métropolitain. Nous sommes ravis de vous accueillir au troisième webinaire de notre série. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que la plupart des participants à la séance d'aujourd'hui viennent de partout au Canada, de nombreux territoires autochtones différents. Puis nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous vivons, travaillons et apprenons sont les territoires traditionnels des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ça, c'est aussi très important pour nous à l'Université Toronto Métropolitain, anciennement Ryerson, où le projet de réconciliation est une grande priorité. Alors, en bref, quelques mots sur nous au DS et notre initiative pan-canadienne Heads Up. Euh, The DS est un groupe de réflexion sur les politiques publiques et le leadership basé à l'université ici. Puis nous travaillons à l'intersection de la technologie, de l'éducation et de la démocratie pour enfin établir de meilleures politiques et aussi de meilleurs leaders pour le Canada. Heads Up est une campagne pan-canadienne visant à favoriser la concentration, l'apprentissage et les échanges authentiques en interdisant l'utilisation des téléphones portables à l'école, de la sonnerie jusqu'à la fin de la journée. Enfin, moins distraits, les élèves sont libres de réfléchir, de participer, de collaborer, excusez-moi, et de s'épanouir. Dans le cadre de ce projet, nous délivrons une série de webinaires intitulée La cafétéria, des écoles sans téléphone, comment ça marche. Euh, alors, bienvenue au webinaire. Le but ici est de réunion des chefs des écoles et des systèmes scolaires primaires et secondaires de tout le pays pour partager des leçons franches et concrètes concernant les politiques ainsi que les pratiques sur Terre de respecter les téléphones personnels dans les écoles. Alors, pour discuter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce qu'ils ont appris en cours de route. Euh, Nous sommes ravis aussi de le faire de faire cette série avec ou en collaboration avec nos partenaires à EdCan et du mouvement École sans téléphone Canada. Alors, avant de commencer, j'invite mes collègues Kathleen et Angie de ces deux organisations de nous partager quelques mots d'introduction. Kathleen, tu veux commencer? Merci André, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Kathleen Lane, je suis la directrice générale du Russo EdCan. Le Russo EdCan est un organisme national à but non lucratif qui établit des liens entre la recherche et la pratique en éducation primaire et secondaire. Notre mission est de donner aux professionnels de l'éducation les moyens d'agir grâce à des données probantes, à une expertise et à un réseau collaboratif afin d'améliorer l'apprentissage et le bien-être dans les écoles et les systèmes scolaires. Nous publions la revue Éducation Canada, des fiches d'information, des rapports de recherche et des trucs de discussion. Nous organisons également une variété d'événements et de groupes de travail sur des sujets clés afin que les professionnels de l'éducation puissent échanger et apprendre de leurs collègues à travers de la pays. Nous savons que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils sont présents et engagés à l'école. Et nous savons que les téléphones cellulaires peuvent être une source importante de distraction. Nous savons également que limiter l'utilisation des téléphones cellulaires et faire respecter les interdictions peut être stressant pour les éducateurs. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer au DEIS afin de partager les pratiques efficaces que les écoles et les districts scolaires utilisent pour mettre en œuvre les restrictions provinciales. André, merci beaucoup.
OK, excellent. Merci Kathleen, puis Angie. Oui, merci André. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Angie, je suis la directrice générale du mouvement des écoles sans cellulaire. Pour me présenter rapidement, je travaille en éducation depuis 1998 comme enseignante au Québec et en Ontario, et plus récemment à l'Université Queen's comme conseillère pédagogique. Au fil des ans, j'ai vu de très près comment la technologie a transformé et trop souvent perturbé l'apprentissage, le bien-être et les relations des élèves. Et comme maman de trois jeunes adultes, j'ai aussi vécu ces défis à la maison. C'est pourquoi j'ai lancé le mouvement pour des écoles sans cellulaire au Canada. Interdire les téléphones personnels toute la journée, de la première cloche à la dernière, est le moyen le plus simple et efficace pour protéger l'attention des élèves et encourager de vraies relations. Notre but est d'aider les écoles à réussir cette transition. Au Québec, on voit que même avec une loi, les directions d'école ont besoin d'aide concrète sur le terrain et c'est là que notre mouvement intervient. Pour vous soutenir, on offre un guide pratique, un toolkit qui est gratuit et qui vous donne un plan clair pour aider les directeurs à créer une culture sans téléphone du matin jusqu'à la fin de la journée. Et pour l'instant, il est en anglais, mais nous travaillons sur la version française. On donne des conseils personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque école. C'est un plaisir de correspondre avec vous en français pour les courriels et toutes sortes de communications. Et on a des réunions mensuelles. Maintenant, pour l'instant, ce sont en anglais aussi, mais le but là est pour partager des stratégies concrètes entre parents, enseignants et directeurs et pour faire bouger les choses au niveau provincial aussi. Ces discussions redonnent du courage à ceux qui veulent changer les choses mais ne savent pas par où commencer. Nous sommes là pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que nous allons vous accompagner à chaque étape. Et je vais mettre nos coordonnées dans le chat juste maintenant. Merci beaucoup pour la participation de tout le monde. OK, excellent. Merci Angie. Une très bonne partenariat pour nous avec vous deux. Alors, je vous remercie. OK. Euh, pour commencer la session, pour mener la conversation, j'ai introduit Christelle Tessona. Euh, elle est une analyste de recherche avec nous et expert en technologie, mais elle est aussi une étudiante de doctorat à l'Université de Toronto. Elle a travaillé sur des projets de recherche liés aux réseaux sociaux, à la vie privée, à la sécurité numérique des jeunes et la gouvernance de l'intelligence artificielle. Euh, alors, Christelle, bienvenue. Parfait, Merci. merci André pour l'introduction. Donc, bonjour tout le monde. Pour commencer, je vais faire une petite présentation des conférenciers et puis par la suite, on aura une discussion modérée et puis à la fin, on réserve environ 10 minutes pour des questions du public. Donc, si vous avez des questions qui vous mijotent, n'hésitez pas de les mettre dans le chat sur Zoom. Donc, tout d'abord, nous commençons avec Monsieur Alain Laberge, directeur général de la division scolaire franco-manitobaine. Alain est un leader reconnu dans le milieu de l'éducation en langue française, plus particulièrement en contexte minoritaire. À cet égard, il a pu acquérir une expérience sans précédent au cours d'un passage de 13 ans au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Son parcours s'est ensuite poursuivi au Québec, où il a pris les rênes de la commission scolaire Sorel-Tracy. Mais la nuit du combat de perpétuer l'éducation en français pour les francophones l'amènera au Manitoba, où il dirige depuis 2013 les destinées de la division scolaire franco-manitobaine. Euh, En 2024, il a reçu le prestigieux prix Edgar Galland de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, qui souligne sa contribution exceptionnelle à l'éducation en milieu minoritaire. Par la suite, nous avons Monsieur Patrice Harvey, directeur de l'école et collège régional Gabriel Roy au Manitoba.
Patrice est un leader engagé dans le milieu de l'éducation en langue française, particulièrement en contexte francophone minoritaire. Il est titulaire d'un baccalauréat en enseignement de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a par la suite complété une maîtrise en administration scolaire à l'Université Saint-Boniface à Winnipeg. C'est au Manitoba qu'il a passé la majorité de sa carrière où il a œuvré 13 ans comme enseignant et 14 ans en administration scolaire. La majeure partie de sa carrière d'enseignement s'est déroulée au secondaire dans un centre d'immersion, animé par le désir d'influencer positivement le système scolaire à plus grande échelle et après avoir enseigné un an à la division scolaire francophone manitobaine, il a changé de rôle. Il a été directeur de 3 écoles avec différentes réalités, une école de la maternelle à la 12e année, une école de la maternelle à la 8e année, puis depuis 4 ans à l'école collège régional Gabriel Roy, une école de la prématernelle à la 12e année, accueillant près de 575 élèves repartis équitablement entre l'élémentaire et le secondaire. Et puis, nous avons aussi Madame Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire à Bécomo au Québec. Nadine est détentrice d'un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire et un diplôme d'études supérieures en administration scolaire de l'Université du Québec à Rimouski, d'une maîtrise en éducation et d'un diplôme d'études supérieures spécialisé de 3e cycle en éducation complété avec l'Université de Sherbrooke. Nadine Desrosiers a également complété des micro-programmes de 2e cycle et de 3e cycle, respectivement en gestion des organisations et de l'insertion de la direction générale des centres de services et des commissions scolaires. À l'emploi du Centre de services scolaires de l'Estuaire depuis 1993, elle a successivement occupé des fonctions d'enseignante, directrice d'école primaire, directrice des services de ressources humaines, matériel et du transport avant d'accéder en septembre 2015 au poste de directrice générale adjointe, puis directrice générale en 2020. Notamment connue pour ses qualités de rassembleuse, elle pratique une gestion axée sur le travail de collaboration, où les communautés de pratique sont au cœur du développement et des orientations privilégiées par l'organisation. Donc, nous avons un excellent panel aujourd'hui. J'invite nos conférenciers à ouvrir leur micro et leur caméra pour qu'on puisse commencer notre discussion. Et j'ai oublié de vérifier, est-ce que c'est correct si je vous tutoie, que je vous appelle par votre par votre prénom, oui. Pas de Euh, problème. Pas de problème. Personnellement, c'est pas un problème pour moi non plus. Parfait. Euh, Patrice, je pense pas qu'on la caméra est ouverte Et de la ton vidéo. côté. OK, Ok, oui. parfait. Tout le monde est là. Donc, je vais commencer ça un petit peu relax. Je voudrais en fait comprendre les écoles dans lesquelles vous travaillez, comme elles se situent où, c'est quoi les écoles qui sont desservies, le nombre d'élèves, euh, vraiment quelles sont les caractéristiques de votre communauté. Puis je pense que je vais commencer par Alain, puis par la suite on va aller vers Nadine et Patrice. Merci beaucoup pour l'introduction, Christelle, c'est très apprécié. Merci à mes collègues qui sont aussi partenaires dans cette aventure-là. La division scolaire franco-manitobaine est une division scolaire qui gère toutes les écoles francophones sur l'étendue de la province du Manitoba. Donc, il n'y a qu'un conseil scolaire pour l'ensemble de la province. Nous avons 25 écoles. Nous en avons 9 qui se situent dans ce que j'appelle le périmètre de Winnipeg. Donc, où est-ce qu'il y a le plus de francophones. Et nous avons près de 6 600 élèves répartis un peu partout. Bien entendu, les écoles de la ville de Winnipeg sont plus populeuses. Notre plus grande école a environ 700 élèves présentement, qui est une école secondaire. Et puis, nous avons la particularité d'avoir des écoles au rural qui sont des petites écoles, des micro-écoles, si on peut dire, qui offrent souvent ce qu'on appelle l'éducation de la maternelle à la 12e année. Pour ceux qui sont peut-être pas nécessairement euh, connaissants du système, la 12e année, c'est un peu comme la première année de cégep au Québec.
Et dans certaines de nos écoles en très petit milieu rural, où est-ce qu'on a le droit, parce que l'article 23 de la charte nous donne le droit de pouvoir ouvrir des écoles dans les milieux où est-ce que la francophonie se situe, nous avons parfois des écoles de la maternelle à la 12e année qui ont entre 60 et 70 élèves dans l'ensemble de l'école. Alors, on a vraiment les deux, je dirais, les deux extrémités du spectrum. Voilà, je sais que Monsieur Harvey va compléter avec le rôle essentiel plus tard, mais je vais passer la parole à Madame Desrosiers. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis la directrice générale d'un centre de services qui actuellement a environ 4300 élèves au secteur des jeunes. Formation professionnelle et formation générale, on peut compter là, environ 1000 élèves en tout et partout, mais pour le secteur des jeunes, 4300 élèves situés sur un territoire de 350 kilomètres le long du fleuve Saint-Laurent. Des écoles particulièrement milieux défavorisés avec des parents qui occupent des emplois saisonniers pour beaucoup. Donc, ça amène un niveau d'enjeu différent. 20 écoles primaires et 4 écoles secondaires, mais des petites écoles primaires. Là, j'ai plusieurs écoles qui accueillent environ moins de 100 élèves. Les écoles situées dans la ville de Bécomo, eux, vont accueillir là, plus autour de 250, 300, 350 élèves. C'est en gros là, la réalité de mon milieu. Bonjour tout le monde. Je pense que c'est rendu à mon tour. Je me présente. Moi, c'est Patrice Harvey. Je suis le directeur de l'école collège régional Gabriel Leroy. Je suis une des écoles de la division scolaire franco-manitobaine que mon collègue M. Laberge a mentionné tout à l'heure. Nous, on est en campagne, mais on est à 5 minutes de Winnipeg. Fait qu'on a une réalité assez unique dans le sens que notre clientèle, même si elle habite à la campagne, euh, vit beaucoup la réalité de la ville. Fait que nous sommes une école de 575 élèves et divisée en deux parties avec un groupe de la prématernelle à la 8e année comptant environ 280 élèves et un groupe secondaire de la 9e à la 12e année avec le même nombre d'élèves, environ 280. Nos élèves du secondaire arrivent de notre école ici, nous, Gabriel Roy, de la maternelle à 8, ils vont continuer le secondaire. Et ensuite, on accueille des écoles nourricières, des villages environnants, Île-des-Chênes. On accueille de 3 autres différentes écoles. Fait qu'on se trouve à être je dis souvent, on a deux réalités. On est comme un diagramme de Venn. On a une partie maternelle à 8 pour les plus jeunes et on a l'autre partie, l'autre ensemble qui est 9e à 12e année. Et quelque part, on doit tout vivre ensemble. Fait qu'on se rejoint à travers le bâtiment, nos valeurs et nos activités qu'on a en commun. Merci, ça me réjouit de voir un panel aussi diversifié en termes d'expérience et de contexte. Je pense qu'on va avoir une discussion assez riche par rapport aux politiques sur les téléphones. Peut-être je peux commencer avec Monsieur Laberge. Moi, je voudrais savoir en fait, c'est quoi vraiment la politique dans vos écoles sur les téléphones. Quand est-ce qu'elle a commencé? Qu'est-ce qu'elle couvre? Ce qui est considéré comme un téléphone? Vraiment concrètement, où vont les téléphones aussi? Donc, peut-être Laberge, Monsieur Laberge, je vous laisse. Oui, vous avez une question qui a plusieurs sous-questions. J'aime bien. J'imagine que vous êtes un peu politicienne, Madame Tessonneau, mais bon, on n'est pas ici pour faire de politique. Euh, pour faire la distinction, au Manitoba, les écoles ont pas de politique. Nous avons ce qu'on nous appelle des directives administratives. Nos élus, parce que contrairement à plusieurs autres provinces, nous avons encore des commissaires élus, eux font des politiques. Alors, la DSFM, Division scolaire franco-manitobaine, ça va plus vite de l'appeler la DSFM, en 2023 eu un projet pilote j'aime pas le mot bannir, mais de cesser l'utilisation des téléphones dans nos écoles. C'est un projet pilote qui est, à ce que je peux comprendre, un des premiers au Canada, sinon le premier. C'est venu avant que notre province, le ministère de l'Éducation, décide d'en faire une politique provinciale. Mais nous sommes allés de l'avant en 2023 avec ce projet pilote-là, où est-ce que tous les élèves de maternelle à 8, donc nos écoles primaires,
sont des écoles maternelles jusqu'à la secondaire 2, si on veut comparer avec le Québec, mais huitième année. Et eux, c'était aucun téléphone tout court. Et 9e année, nous avons mis en place la directive administrative où est-ce que les élèves pouvaient avoir accès à leur téléphone à l'heure du lunch, mais pas durant les cours. Et durant les cours, c'était l'autonomie professionnelle qui faisait en sorte que les enseignants pouvaient avoir ce qu'on appelle soit un bloc appartement en avant où est-ce que les élèves vont déposer leur téléphone, soit certains enseignants leur disaient dans le sac. Mais on sait pas, on n'a pas appelé ça téléphone cellulaire. On a appelé ça tous les instruments qui avaient un impact au niveau de la communication. Donc, on a aussi enlevé au niveau euh, des retraits les écouteurs sans fil parce que l'enfant pouvait avoir un téléphone en avant et écouter de la musique à sa place. On a enlevé les montres. Plus difficile parce que, bon, les montres, ça demeure un aspect privilégié personnel de l'élève. Euh, Malgré que c'est quand même, il faut vraiment aller jouer avec sa montre pour pouvoir accès. Et on s'est assuré là aussi là, de- que notre personnel n'avait pas non plus accès à ces téléphones-là durant les heures de cours. Parce que, vous savez, il n'y a rien de pire que mettre une directive administrative en place. On empêche les élèves d'avoir accès à leur téléphone et là, l'enseignant est en avant puis l'utilise. Donc, pour nous, c'était essentiel là, d'avoir tout le monde en place. Nous avons fait je dirais pas des consultations, mais nous avons envoyé à nos parents là, notre ligne de pensée par rapport à où est-ce qu'on s'en allait. Étant donné qu'on est quand même assez pionniers, nous avions des parents qui étaient un peu réfractaires au début. Et je peux vous dire qu'après 3, 4 mois, les parents étaient satisfaits. Nous entendions plusieurs éléments de parents qui étaient de les rassurer. Mais je pense qu'on demande cette question-là peut-être un peu plus tard, là, mais en somme, c'était, en anglais, on dirait soft landing, mais c'était une bonne façon pour nous d'aller chercher l'appui de notre personnel. Et on a aussi communiqué beaucoup avec nos élèves pour leur faire comprendre toutes ces choses-là. Puis, agréablement surpris, les élèves comprenaient que l'important, c'était d'accorder plus de temps direct à l'enseignement reçu et non pas avoir de distraction. Et peut-être que mes collègues vont rajouter là-dessus aussi, là. Oui, Madame Desrosiers, moi je serais très intéressée de savoir comment les directives ou peut-être politiques, tout dépendant du contexte au Québec, ont commencé, oui. Alors, chez nous, là, au printemps 2025, le Conseil des ministres a adopté par décret un règlement visant à retirer les cellulaires en classe, mais plus largement, là, comme mon collègue Alain le disait, les écouteurs et tout ce qui vient avec, tous les outils qui viennent autour d'un téléphone cellulaire, mais on s'est concentré beaucoup plus sur la gestion des téléphones cellulaires dans notre organisation. On n'a pas fait une politique locale parce qu'on avait quand même un décret gouvernemental qui nous permettait d'agir. Par ailleurs, les directions d'établissement dans notre organisation se sont assis ensemble avec le secrétaire général qui est notre avocat pour s'assurer que ce qui va atterrir, ça soit légalement défendable là, si on avait des plaintes. Les services éducatifs aussi, les ressources éducatives du centre de service. Puis les directions d'établissement ont plutôt retravaillé leur code de vie dans les écoles pour justement être capable de gérer les situations, s'assurer de mettre en place les moyens si, advenant le cas où on aurait des élèves qui se plieraient pas aux exigences ministérielles. Mais honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Les élèves ont collaboré vraiment de façon impressionnante et étonnante. Fait que c'est plus comme dans cette optique-là qu'on a travaillé, dans un souci d'éduquer. C'est pour ça qu'on est passé par nos codes de vie. Hmm. Et puis, Monsieur Harvey, de manière plus concrète, moi je serais très intéressée de savoir où vont les téléphones dans les écoles. Est-ce qu'ils sont dans des pochettes? Est-ce qu'ils restent dans les casiers, dans les sacs à dos? La réalité, peut-être juste pour faire du pouce avec, avec Madame, avec Nadine, la collaboration a bien été avec les enseignants et les élèves lorsqu'on a introduit la loi, lorsqu'on l'a commencé. Tu sais, au début,
On avait une crainte parce que, comme Alain disait, on était la première division scolaire, commission scolaire à mettre cette loi-là en avant, disant qu'il n'allait pas avoir d'appareils électroniques, de téléphone cellulaire pour les élèves. Et lorsqu'on l'a présenté au personnel, il y avait beaucoup de craintes au début, mais finalement, lorsqu'on est arrivé avec les élèves, lorsqu'on commence un début d'année, une nouvelle année scolaire, c'est un nouveau départ. Et il y avait eu quand même beaucoup de publicité par rapport avec ce règlement-là qui allait arriver. Fait que les élèves et les parents étaient informés. Fait que lorsqu'on est informé, on est aussi outillé pour être capable d'avancer avec cette nouvelle politique-là. Côté des élèves de la maternelle à huitième année, je dois dire que même avant la politique, on voyait pas beaucoup les téléphones cellulaires à l'école. C'était en moindre cas. On en voyait un petit peu, mais comme avant d'être à l'école ici, où est-ce que j'ai le secondaire, j'étais dans une école où est-ce qu'on avait simplement l'élémentaire. Et dans l'école, on avait comme règlement pas de cellulaire. Et c'était généralement bien accepté dans la communauté. Est-ce qu'on attrapait quelques élèves de temps en temps avec des cellulaires? Oui, mais généralement, c'était bien. Du côté du secondaire, c'était tout nouveau. Et lorsque je suis arrivé à l'école ici, là, on avait le secondaire. Mais le secondaire avait été informé et les enseignants, la plupart des enseignants ici à l'école, nous, on appelait ça les hôtels de cellulaire, où est-ce que lorsque l'élève arrive en salle de classe, il peut déposer son cellulaire dans une petite pochette. Comme ça, il est moins tenté lorsqu'il est en salle de classe d'aller l'utiliser. Certains enseignants, eux, c'est dans le sac, on ne le voit pas. Et d'autres, il y a quand même une liberté par les enseignants. Certains vont utiliser l'hôtel, certains vont dire laissez-le dans le sac, certains vont dire on ne veut pas le voir. Fait que, généralement, c'est comme ça que ça se passe plutôt ici. Hôtel de cellulaire, c'est très élégant, je trouve. Ça me donnerait envie de mettre mon cellulaire là-bas aussi. Euh, Je ne sais pas si les jeunes ont envie de le mettre, par exemple. Ça, c'est une autre question. ouais, ça c'est vrai. Et puis, désolée, j'essaie de comprendre comment transitionner à ma prochaine question. Donc, la manière dont vous avez tous décrit ça, c'est comme, c'est quelque chose de itératif, ça veut dire comme une conversation entre les parents, les enseignants, les élèves, et puis au jour le jour, il y a beaucoup de discrétion pour comment implémenter ces directives-là. Je trouve ça très intéressant. Et je me demande, est-ce qu'il y a des exceptions qui ont été soulevées par certains enseignants? On pense, par exemple, à des besoins médicaux, ou des accommodements d'apprentissage chez certains élèves. Peut-être je peux commencer avec Monsieur Laberge là-dessus. Ouais, ben, peut-être pour débuter, nous avons des parents qui avaient des craintes. Monsieur Harvey l'a bien indiqué, là, on a commencé en 2023, puis c'était comme, qu'est-ce qui arrive si mon enfant a une urgence? Et puis on leur a dit, écoutez, avant la venue du téléphone cellulaire, lorsqu'il y avait des urgences, vous appeliez à l'école. On a des secrétaires, des adjointes administratives. C'est pas comme si c'était la tour de Babel et que personne allait vous répondre. Et je pense que les gens ont comme compris lorsque, personnellement, j'ai dû expliquer c'était quoi une urgence. Parce que les gens, c'était comme, ben, si mon enfant a oublié son cahier de mathématiques, c'est une urgence. Et dans ma tête, c'était non, c'est pas une urgence. Votre enfant a une responsabilité en tant qu'étudiant d'amener ses choses à la maison. S'il n'a pas amené ses livres, c'est sa responsabilité, puis c'est pas vous, avec un téléphone cellulaire, qui pouvez le sauver. Et par la suite, c'est mon enfant s'est cassé la jambe, puis il ne sera peut-être pas à l'école demain matin. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas médecin, le cellulaire fera absolument rien pour vous. Et on a comme rétréci un peu ce tunnel-là pour indiquer les vraies urgences dans la journée. Si vous passez par le secrétariat, ça va bien fonctionner. Alors ça a été vraiment l'idéal pour nous parce que on a pu rapidement, je dirais, démystifier certains mythes et surtout pouvoir parler directement avec nos parents. De ce côté-là, je suis satisfait de l'ensemble de ce qui s'est passé. Puis après, je dirais 6 mois, on n'avait plus nécessairement ces questions. Nos élèves les plus vieux indiquaient que parfois, ben, parce qu'en 12e année, ici, vous pouvez avoir des élèves qui ont 50% d'un horaire parce qu'ils ont déjà obtenu les crédits nécessaires. Alors, si mon patron chez
Ben, je n'aimerais pas de compagnie, mais au niveau anglais, une boîte qui fait des boissons et qui fait des beignes a besoin de moi. Mais on leur a dit, ben, écoutez, tu as une responsabilité qui est l'éducation en premier lieu. Si ton patron est obligé de t'appeler en plein milieu de la journée parce qu'il a besoin d'un shift, vous avez un problème avec la gestion. Et puis, on a aussi, nous, une entente avec la majorité des commerces qui indique au niveau du Manitoba complet qu'un élève ne devrait pas travailler plus que 15 heures semaine parce que ça finit par nuire à ses études. Puis on sait que pour certains élèves, malheureusement, c'est une obligation de travailler pour pouvoir supporter la famille. Un peu comme Nadine expliquait tout à l'heure, on a beaucoup d'endroits où c'est très, très pauvre en situation. Mais mis à part tout ceci, euh, je veux dire, les questions santé, on a déjà des élèves qui ont accès à des portables dans l'école. Et si c'est pour prendre, par exemple, on avait des jeunes diabétiques, pardon, qui avaient un appareil pour prendre leur taux de glycémie, bien, on a dit, il n'y a rien qui t'empêche de demander la permission de partir 5 secondes pour aller aux toilettes. Tu prends ton cellulaire. Alors, ça n'a pas été nécessairement un problème au niveau de tout ce qui était santé non plus, mais je vais laisser mes collègues là pour peut-être complémenter ou aller dans des directions différentes. Peut-être Madame Desrosiers, Je trouve ça toujours fascinant de voir que la situation est semblable sur l'ensemble de notre pays, qui est quand même assez grand. Chez nous, ça a été la même chose. On a la majorité des réactions nous venaient beaucoup plus des parents que des élèves. Puis on a même des élèves qui disaient, ben c'est ma mère qui veut tout le temps me rejoindre parce que moi, j'ai pas besoin de parler à ma mère dans la journée. Fait que vous voyez un peu le style de situation qu'on a géré. Par ailleurs, ça s'est relativement bien passé. Nous, on permet le cellulaire à quelques élèves là, quand ils ont des problèmes de santé majeurs. Mais comme c'est bien expliqué aux autres enfants, aux autres élèves, il n'y a pas eu de dérapage par rapport à ça. Fait que je pourrais vous dire qu'il n'y a même pas 10 élèves sur l'ensemble du territoire dans les 4 polyvalentes qui ont accès à leur cellulaire à cause de particulièrement leurs problèmes de diabète. Puis sinon, pour les élèves qui ont besoin d'outils technologiques, ben, on fournit un portable et ils n'ont pas besoin de leur téléphone cellulaire pour ça. Fait que sinon, je peux vous dire que on n'a pas géré de situation hors de contrôle là, dans le. Puis la même chose que mon collègue, on a expliqué aux gens c'était quoi une urgence. Sinon, on a encore des téléphones dans nos écoles, fait que les gens peuvent nous rejoindre n'importe quand. Fait que ça a réglé le problème. euh, et puis Monsieur Harvey, est-ce que vous avez quelques remarques pour ajouter? Franchement, la même chose de notre côté. Les tablettes, les ordinateurs portables sont utilisés à l'intérieur des salles de classe. Du côté des urgences, ben, on vit la même chose, hein. Il y a des urgences. On a réappris le numéro de téléphone de l'école pour appeler l'école au besoin. Et c'est vrai, certains parents communiquaient beaucoup avec leurs enfants pendant la journée. On avait remarqué ça aussi. Et on l'explique. On ne peut pas dire qu'on a eu de grands conflits. Je ne peux pas dire que dans les 4 ans, ça va être notre quatrième année là, avec le règlement du cellulaire, euh, oui, on a dû appeler des parents, oui, on a discuté avec les élèves, mais est-ce qu'on a eu vraiment des grands conflits cognitifs par rapport à son utilisation? Je dirais que non. Hmm. C'est Les bon. gens, les gens comprennent le pourquoi derrière, derrière cette politique, cette directive administrative-là qu'on a mis en place. Euh, on le sait qu'il y a une dépendance dans la société par rapport aux appareils électroniques et par rapport, entre autres, aux téléphones cellulaires. Et l'école, c'est le portrait de la société. On a les adultes qui sont dépendants, puis on a des jeunes qui sont dépendants aussi de leur cellulaire. Et je dois vous dire, que tantôt, je vous ai dit, maternelle à 8e année, on a très peu de défis. Mais juste avant la rencontre, quelques minutes avant la rencontre, j'étais avec l'équipe de service aux élèves de l'école, puis je leur disais, oh, ben, j'ai un webinaire tantôt par rapport à l'utilisation du cellulaire. Puis là, quelqu'un a dit, ah oui, on a trouvé tel élève de 6e année pendant la récréation avec son téléphone cellulaire. Fait que la tentation est toujours là. Hein? Fait, ces cas-là vont quand même arriver.
Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un de nous, un membre de l'équipe administrative qui va aller voir l'élève, va parler à l'élève. C'est peut-être une deuxième offense de cet élève-là. On va contacter la famille aussi, on va discuter avec la mère pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Puis ça va être un doux rappel. On ne va pas sortir le marteau, on va plutôt faire de l'éducation. Puis comme n'importe quoi qui arrive de nouveau dans nos écoles, c'est pas toujours un changement drastique. Il y a un temps pour une transformation dans les habitudes. Parce qu'on a des jeunes qui sont très, très, très branchés. Et lorsqu'on arrive à l'école, même si on ne les a pas en salle de classe, il y a une tentation hein, d'aller vers le cellulaire. Fait que justement, il y a de l'éducation, puis c'est ça notre rôle dans les écoles. Mm. Ouais, j'aime la manière dont vous décrivez ça. C'est comme si il faut créer une culture dans l'école pour que les élèves comprennent, OK, voici mes responsabilités, voici ce que je dois faire, ce que je devrais pas faire. Et puis, vous avez mentionné que vous avez communiqué ça aux élèves, aux parents et aux enseignants. Je me demande, est-ce que vous avez d'autres exemples de communication que vous avez fait aux parents, par exemple? Est-ce que ça a été fait par courriel ou lors des, disons, des rencontres parents? Je voudrais juste avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça. C'est souvent comme nous, dans notre cas, c'est souvent au début de l'année, on va commencer. Numéro un, c'est avec les élèves. Fait qu'on va rencontrer, si on prend nos élèves du secondaire, on va rencontrer chaque groupe secondaire, les 60-70 élèves, puis on va revoir avec eux autres, OK, comment on va bien se préparer pour l'année, on va faire quelques rappels. Et comme on dit à nos élèves, là, c'est votre rôle et notre rôle. Et là, lorsqu'on va arriver avec le secondaire, et même avec l'élémentaire, c'est souvent le même langage. C'est quoi votre rôle à l'école? C'est l'apprentissage. Notre rôle, c'est de vous appuyer. Et dans l'utilisation du cellulaire, voici la structure, le cadre dans lequel on travaille. C'est encore l'élément de pas de surprise. On l'annonce, on le dit. On est là pour les accompagner et voici notre structure. Une fois, et on communique également, c'est souvent par les parents. Avec les parents, c'est souvent à travers le courriel qu'on va communiquer au début de l'année. Lorsqu'on va avoir un cellulaire qui va arriver sur notre bureau, encore une fois, on va y aller avec la discussion avec l'élève, un rappel, on va parler. Et des fois, ça va être un petit coup de fil avec les parents, justement pour avoir leur appui. Et on ne doit jamais dire 100%, mais dans la plupart des cas, les parents, merci beaucoup, monsieur, on apprécie votre appel, puis le suivi que vous faites, je vais lui en parler ce soir à la maison. Fait que c'est généralement la manière qu'on va fonctionner. Puis c'est une discipline progressive, encore une fois. C'est comme une étape à la fois. Mhm. J'aime ouais, une discipline progressive, une étape à la fois. Ouais. Et puis, Madame Desrosiers, vous avez mentionné que pour les étudiants qui ont ont besoin de leur cellulaire ou d'autres appareils électroniques, l'école l'offre. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus en détail de comment ça fonctionne, ça, ces démarches-là? Ben, en fait, quand on a des élèves qui ont besoin d'outils d'aide pour favoriser leur apprentissage, l'école, ben, le centre de service scolaire, l'école fournit un ordinateur portable avec les logiciels nécessaires. Donc, le cellulaire était utilisé des fois dans un contexte pédagogique par des enseignants qui faisaient, par exemple, un sondage ou avant là, une mise en situation avant d'enseigner une notion nouvelle. Bon, ben évidemment, c'est pas défendu dans le règlement pour des situations pédagogiques, mais nous, on s'est dit, si on le favorise occasionnellement, ben, à un moment donné, les élèves, ils savent plus quand est-ce qu'ils peuvent l'apporter, quand est-ce qu'ils peuvent pas l'apporter. Fait qu'on a plutôt choisi de travailler avec nos enseignants pour modifier leur activité pédagogique à ce moment-là. Fait que ça se passe relativement bien parce que les gens comprennent. Puis de toute façon, comme on a expliqué à l'ensemble, c'est une directive ministérielle. Fait qu'on a beau pas être d'accord, à un moment donné, faut l'assumer. Puis cette directive-là, elle a été précédée chez nous d'une grande consultation provinciale sur l'usage du cellulaire, puis particulièrement dans chacune des régions du Québec, puis dans les écoles, les jeunes étaient consultés. Puis il est sorti en parallèle des études là, qui démontraient comment, au niveau du cerveau,
il y avait un impact sur une trop grande utilisation des écrans. Fait que tout ça ensemble, ça a favorisé là, la réflexion puis la modification des pratiques pédagogiques aussi dans la salle de classe pour éviter de tenter, tenter le diable entre guillemets là, en utilisant le cellulaire pour des activités pédagogiques. C'est bon. Je veux juste avertir à nos participants, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser maintenant parce que dans 5 minutes, j'ai commencé à les regarder. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les sur le chat dans Zoom. Euh, Disons, pour ma prochaine question, c'est par rapport au soutien. Quel soutien avez-vous reçu ou auriez-vous souhaité recevoir de la part du conseil scolaire ou même du ministère ou d'ailleurs par rapport au développement des directives, des règlements, des modèles de communication, des conseils juridiques ou syndicaux, les formations, financement, quelque chose, comme vraiment l'ensemble. Quel type de soutien voudriez-vous avoir dans le futur? Je peux peut-être commencer avec vous, Monsieur Laberge. Oui, bonne question. Chez nous, on n'a pas entendu après le ministère de l'Éducation, donc nous sommes allés dès que nous sentions que c'était quelque chose de très important. Comme Nadine l'indiquait, nous aussi, nous avons basé là, notre décision sur des recherches qui ont été faites auprès là, de clientèle. Nous sommes un milieu minoritaire, donc pour nous, il fallait vraiment aussi mettre dans la balance cet effet-là. Mais nous, on a suivi comme outil l'année suivante cette application-là de passer à une deuxième ligne directrice qui était l'utilisation des écrans qu'on a demandé de diminuer à tous nos enseignantes, enseignants parce qu'on voyait venir que, bon, on n'a plus de téléphone. Est-ce qu'on maintenant, on va tous utiliser le laptop ou l'ordinateur pour être devant un écran? Encore une fois, c'est un écran. Ça reste un écran, que ce soit ton téléphone ou que ce soit Alors, on a passé cette ligne directrice-là qui diminue le temps d'écran. Et on a passé d'autres lignes directrices aussi, toujours je dirais, en parallèle ou en appui à la directive administrative de ne pas utiliser le téléphone. Par exemple, on avait au début, nous aussi, l'utilisation pour des fins pédagogiques, mais un peu comme Nadine l'indiquait ou Patrice l'indiquait, les gens ne savent plus qu'est-ce qui est pédagogique de ce qui n'est pas pédagogique. Un des défis qu'on a eu à travers tout ça, puis qu'on a dû appuyer les écoles, c'était les suppléants. On a un grand manque de suppléants chez nous, étant donné que, bon, être certifié en français, c'est très rare. Alors, on a déjà notre personnel, mais lorsqu'il s'absente. Alors, les jeunes étant les jeunes, à les 10 dernières minutes du cours, souvent, les jeunes sortaient leur téléphone, puis monsieur ou madame en avant était comme, OK, ça cause pas de problème. Et là, il a fallu qu'on fasse une vague là, de publicité auprès de nos enseignants itinérants et nos enseignants suppléants pour dire non, non, c'est notre directive. Mais je peux pas blâmer les jeunes. Monsieur Harvey parle souvent de l'éducation, Madame Desrosiers aussi, puis il faut les éduquer. Et je pense qu'après 4 années chez nous, nous avons passé le stade de l'éducation qui doit revenir annuellement parce que maintenant, le cycle a été complété. Les 8e années qui ont eu ça il y a 4 années sont rendus en 12e année. Donc, l'année prochaine, tout le monde va avoir vécu ce qu'on appelle le pas de cellulaire à l'école. Donc, la règle va avoir été bien adaptée. Un gros coup de chapeau à notre personnel aussi qui, malgré qu'au début, c'était plus compliqué pour eux parce qu'ils voyaient, bon, on peut pas utiliser notre téléphone. Puis, on entendait parfois les mêmes choses que nos parents. C'est comme si quelqu'un m'appelle, oui, mais si vous étiez à l'école en train d'enseigner, on appellerait l'adjointe administrative qui viendrait vous chercher, puis on s'arrangerait pour que vous puissiez sortir. Alors, ça a évité ceci. Puis nous avons une façon de vérifier les portables de nos élèves à distance, où est-ce on va passer sur la bande passante qu'un élève est en train de jouer sur son ordinateur à un jeu quelconque qui n'est pas nécessairement le même jeu. Alors, plein de petites choses qui ont été faites en parallèle. C'est bon, ça. Madame Desrosiers, de votre côté? Ben, c'est un peu la même chose de notre côté. Moi, je dois dire que j'avais déjà des écoles qui avaient commencé avec leur conseil d'établissement, avec les équipes écoles, des réflexions parce que le cellulaire à l'école, ça amenait pas juste du positif dans le côté pédagogique, ça amenait aussi beaucoup de situations de cyber-intimidation. euh, à
l'extérieur de la salle de classe. Donc, les discussions étaient déjà amorcées dans les équipes. Fait que le fait que le décret nous a amené un règlement au niveau gouvernemental, ben ça a donné un petit coup là, pour accélérer les choses. Puis la façon qu'on l'a travaillé en réflexion, en collaboration, en éducation avec nos équipes et avec nos élèves, je pense que c'est gagnant là, comme méthode, là, parce que honnêtement, nous, là, on sait depuis le début de l'année scolaire, là, ça fait pas un an encore, puis on voit déjà des résultats positifs, là, presque pas de saisie de cellulaire dans les premières semaines. Bon, on a des petits comiques qui avaient inventé de s'acheter des walkie-talkies, là, nos secondaires 5 avaient trouvé qu'ils pouvaient compenser le cellulaire par des walkie-talkies. J'ai trouvé ça très génial, mais sinon, ça se passe relativement bien. Honnêtement, je pense que j'aurais fait ça avec mes amis. On serait allé au Canadian Tire à côté de l'école pour s'acheter des walkie-talkies. Je les ai trouvés brillants. Ouais. Euh, et puis, Monsieur Harvey, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au Ben, sujet? c'est un peu la structure a été mise en place au niveau de la province puis des commissions scolaires. Fait que dans ce temps-là, c'est plus facile pour nous autres d'instaurer une culture à l'intérieur de l'école parce qu'on a des bases solides qui nous entourent. Hmm. Euh, donc, je vois ici qu'on a 5 questions dans le chat. Peut-être je peux commencer à les poser. De Caroline Campo. Possible de nous dire à quel endroit on peut trouver ce guide, même si c'est en anglais actuellement. Oh, Caroline, est-ce que vous pouvez clarifier de quel type de guide vous parlez? Parce que je pense pas que je me souviens. De quoi on parlait au début de notre conversation. Je vois aussi que vous avez posé une deuxième question. Je serais curieuse de vous entendre sur la continuité de cette mesure. Par exemple, que pouvons-nous recommander au Cégep, école de métier, pour favoriser la concentration et soutenir les jeunes dans une forme d'autogestion, mais accompagnée? Je dis ceci car c'est actuellement une zone non couverte et pourtant ce sont les mêmes jeunes qui après devront apprendre tout d'un coup à s'autogérer sans nécessairement avoir les outils pour le faire. Ouais, ça c'est une bonne question. Donc, juste pour faire la rephrase un petit peu plus simplement, comment est-ce qu'on peut euh, aider les jeunes à s'autogérer lorsqu'ils font une transition dans le postsecondaire, que ce soit dans des écoles de métier, dans les cégeps, à l'université? Et puis peut-être je peux commencer avec Monsieur Laberge. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est un problème sociétal plus qu'un problème d'une école maternelle à la 12e année. Nous avons souvent le rôle du bad guy, si je peux dire en anglais, parce qu'on a des politiques. Il n'y a rien qui empêche des cégeps ou des universités d'avoir des politiques, elles aussi, par rapport à tout ça. Il n'y a rien qui empêche des milieux de travail avec des professionnels d'avoir un encadrement. Ceci dit, ça part de la maison aussi, où est-ce que les parents doivent avoir de sérieuses conversations avec leur enfant, mais je veux dire, sans pointer du doigt personne, si l'enfant arrive à la maison, son père et sa mère sont sur leur téléphone cellulaire et que tout le monde participe au souper avec une tablette, je veux dire, on n'aura pas les résultats escomptés par la suite de voir est-ce que c'est quelque chose de nocif pour la santé mentale de ces jeunes-là, de ces adultes-là. Parce qu'on voit de plus en plus, selon les recherches, que même les adultes, on a parlé en début de rencontre, là, c'est comme une addiction. Alors, il faut vraiment se sortir de ça puis dire, est-ce qu'on est capable de mettre notre téléphone sur une table, le fermer, puis de pouvoir passer à d'autres choses? Alors, il y a des règles qui existent, qui peuvent être mises en place par la société au niveau soit des privés qui ont des employés et des business, au niveau des cégeps, au niveau des universités. Mais je pense que là, on doit travailler en parallèle avec la maison, avec le système de santé, et réduire l'écran, c'est aussi, je veux dire, je veux pas banaliser, mais l'écran ne peut pas devenir la gardienne. Alors, voilà, pour ma part. Ouais.
l'écran peut pas devenir la gardienne. Ça, c'est vraiment bon. Madame Desrosiers ou Monsieur Harvey, est-ce que vous avez Ouais. des réponses à cette question-là? Moi, ben, chez nous, là, ça va faire un an que le décret est adopté dans quelques semaines. Je suis d'accord avec mon collègue Alain. C'est un problème de société, puis l'école peut pas le gérer tout seul, là. Fait que comment les cégeps, les universités, les milieux de travail vont évoluer là-dedans. Je pense qu'on a fait un premier pas comme milieu scolaire. Maintenant, on a besoin des partenaires tout autour, des parents aussi, parce que tout seul, on peut mettre des choses en place, mais dès que l'enfant quitte l'école, il redevient responsable de comment il utilise un téléphone cellulaire, là. Mhm. Et on est souvent réactif hein, dans la société, comme le téléphone cellulaire. On parle des règlements qu'on a passés il y a quelques années, nous aussi au Manitoba. Mais lorsque j'étais enseignant, il y a 15 ans, les élèves commençaient à avoir des cellulaires, on commençait à avoir les écrans, mais on n'avait pas de carte. Fait que Hmm. c'est souvent lorsqu'on voit que le défi est rendu très grand puis un impact sur nos jeunes qu'on va mettre justement une structure. Puis c'est un peu la même chose du côté de la société, que ce soit les métiers, que ce soit le post-secondaire universitaire. On est souvent réactif à ce qui se passe dans la société. Je peux donner un exemple. On a des jeunes qui font ici ce qu'on appelle le high school apprenticeship, où est-ce qu'ils vont aller, par exemple, un menuisier va aller avec un apprenti, va aller avec un maître menuisier, puis va aller travailler avec lui. Mais souvent, qu'est-ce qu'on dit à nos élèves avant de partir? On dit, écoute, tu es sur le milieu du travail, la chose que tu dois faire, travaille. Lâche ton cellulaire lorsque tu arrives au travail. On doit le dire aux jeunes, parce qu'on entend parler de nos employeurs qui sont alentour, qui embauchent les jeunes, des fois, ils disent, il est travaillant, mais quand il a fini son travail, il prend son téléphone, puis il joue dessus. Fait que c'est une question éthique aussi. Fait qu'on est en train de se structurer, pas seulement au niveau de l'école, mais au niveau de la société. On voit un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Ça fait quelques années qu'on parle d'intelligence artificielle. Et là, Ouais. on se structure, on essaie de se structurer. Comment est-ce qu'on va agir vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Mais l'intelligence artificielle n'attend pas que la structure arrive. Elle continue à avancer. Je suis en train de voir d'autres questions. On a une question anonyme ici. Avez-vous besoin de faire la part des choses entre l'utilisation intentionnelle, responsable et éthique du numérique pour des fins pédagogiques? Je crains que les gens jettent tout dans le bain, écran, cellulaire, ordinateur pour créer et collaborer. Il faut éduquer dans un monde en évolution dans lequel la littératie numérique et l'IA est essentielle pour développer une pensée critique et un jugement professionnel. Euh, je peux peut-être commencer par Monsieur Laperche. Oh, votre micro est fermé. Merci. C'est une bonne question encore une fois. C'est que, encore une fois, l'utilisation du téléphone n'écarte pas l'utilisation de l'intelligence artificielle, ni de ce que nous appelons, nous, la recherche littéraire, numérale, scientifique. Alors, un n'exclut pas l'autre, mais comme n'importe quel mode d'apprentissage, il doit y avoir des règles, il doit y avoir un encadrement. Lorsqu'on n'avait pas accès à nos cellulaires, à nos ordinateurs, on demandait souvent, nous, aux élèves, d'aller chercher des preuves concrètes à travers des atlas, des dictionnaires, à travers la recherche qu'on faisait, des livres que nous avions, et d'aller chercher trois bonnes sources. Sans trois bonnes sources, vous ne pouvez pas confirmer. Mais c'est la même chose avec l'intelligence artificielle qui, en passant, est faite par des humains et qui a un certain biais qui peut faire en sorte que l'enfant peut être emmené dans une canalisation et qui n'est pas nécessairement la meilleure des choses. Mais en même temps, si on leur apprend l'esprit critique, si on leur apprend la métacognition, l'IA devient un outil complémentaire et supplémentaire aux outils que les enfants ont. Alors, il n'est pas question chez nous de les écarter, mais c'est de savoir bien les utiliser. Un des problèmes que nous avions avec le téléphone, c'est que les élèves arrivaient souvent avec des contrats de téléphone qui ne nécessitaient pas à l'enfant d'être sur notre réseau à nous. Alors, on n'avait aucun contrôle sur où est-ce que l'enfant pouvait aller ou voulait aller. Lorsque les enfants prennent nos ordinateurs, ben, ils peuvent pas aller faire les recherches qu'ils aimeraient faire, qui sont des recherches parfois
néfastes, mais au contraire, ce sont des recherches qui sont bien centrées, bien utilisées, et on ne veut pas empêcher les enfants d'aller chercher cet outil numérique-là non plus. Mhm. Madame Desrosiers, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ben, en deux mots, on encadre et on éduque. On ne pourra jamais revenir en arrière, mais on peut quand même encadrer puis éduquer pour le futur. Mhm. Et, Monsieur Harvey? J'apprécie les dernières paroles, je peux rien ajouter. C'est bon. Oh, ici, je vois une question de Lena Matson. Comment pouvons-nous encourager nos conseils à prendre des décisions basées sur la recherche plutôt que d'attendre les politiques provinciales nationales? Euh, Monsieur Laberge, je commence avec vous. Ben, je pense que c'est une question de gros bon sens. C'est pas de seulement se fier à notre instinct. Nous avons des gens en recherche, nous avons des partenariats avec les universités, des gens qui sont allés creuser pour nous, et qui nous ont pondu des données avec lesquelles on peut travailler, avec lesquelles on peut aller complémenter ce qui a déjà été fait. Alors, je peux pas parler pour les autres conseils scolaires, les autres centres de services. Chez nous, ça part de la direction générale qui va indiquer à son monde que c'est la voie qu'on veut suivre. Je veux dire, j'ai pas besoin d'être convaincu que pour le bien-être de l'éducation, ça prend, on dit souvent, ça prend un village, là. C'est un peu la même chose. Ça nous prend des données probantes qui vont avoir un impact sur le milieu dans lequel nous travaillons. Chez nous, on a beaucoup de données probantes sur tout ce qui est la pédagogie en milieu minoritaire, qui n'est pas la même chose qu'en milieu majoritaire. Donc, mais Mme Desrosiers le disait en début de rencontre, ce qu'on voit au Manitoba, on le voit au Québec, on le voit partout au Canada. Donc, ces recherches-là peuvent être utiles d'une place à l'autre. Alors, moi, je pense que ça vient d'une volonté locale de vouloir utiliser les données comme outil. J'aime beaucoup ces réponses-là parce que en tant qu'étudiante au doctorat, c'est de l'encouragement pour qu'on continue à faire de la recherche et aussi mettre des fonds dans la recherche. Je vois, on a 3 minutes. J'essaie de voir si on a d'autres questions dans le chat. Hmm, non, je pense que ouais, je pense on a répondu à tout. Euh, j'ai oublié de... Oh, Christelle, j'ai André. une dernière question. Grand débat présentement concernant les réseaux sociaux. À Manitoba, le gouvernement, ça semble que c'est comme une grande priorité, peut-être les restricter aux jeunes. Même chose à Québec, d'autre part dans le pays. Alors, est-ce que c'est une intersection importante avec ce débat des téléphones dans les écoles? Bien, j'ai parlé la dernière fois. Je vais laisser la parole à Nadine et à Patrice. Ben, je pense qu'on est effectivement à la croisée des chemins. Il y a des responsabilités que les gouvernements devront prendre par rapport aux réseaux sociaux parce que mon avis très personnel, et ça n'engage que moi, c'est un fléau. Ça contribue à différentes problématiques sociétales. Puis tant qu'on n'aura pas des réglementations sévères, on va se battre contre ça à l'école, malheureusement. Et pour ajouter, lorsque nos jeunes, comme je vous parlais tantôt de l'élève en sixième année qu'on avait trouvé dans les toilettes avec son cellulaire, elle faisait pas des recherches sur son cours de sciences. Hein, elle était sur TikTok, je dirais pas Facebook, là, on est le groupe qui est ici, probablement les seuls qui ont des Facebook. TikTok, les autres médias sociaux, c'est là-dessus que nos jeunes sont. Et si on les attrape à l'école, c'est là-dessus qu'ils sont là aussi. C'est de cette manière-là qu'ils vont communiquer. Et les incidents de cyber-intimidation qui arrivent, qui se passent des fois qui se passent la plupart du temps à l'extérieur de l'école, mais qui ont un impact à l'intérieur de nos écoles, Mm. c'est les médias sociaux. C'est à travers eux que ces cyber-intimidations-là sont canalisées. Tout à fait. OK, merci beaucoup.
Puis c'est vrai, c'est plutôt, ça, c'est une niveau de recherche pour nous, les utilisations des réseaux sociaux. Puis, comme vous dites, c'est plutôt les cheveux gris qui utilisent Facebook. C'est plutôt, c'est les autres, c'est les jeunes qui sont sur TikTok, tous les autres. Euh, Merci beaucoup, Christelle, pour mener la conversation. Puis, merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour nous joindre et pour partager, pour nous enseigner de vos expériences, puis le contexte dans vos provinces, dans vos écoles, vos systèmes. Alors, grand merci. Grand merci aussi à nos partenaires, à Kathleen et Angie pour nous joindre aussi. Et merci tout le monde pour venir. Euh, Len avait une bonne question. Est-ce que ces vidéos sont accessibles après? La réponse est oui. Sur notre perhaps a bit ironic, sur notre YouTube, on peut trouver les vidéos, mais c'est une bonne opportunité pour les garder puis les partager avec plus grand groupe de personnes comme ressource. Puis je dirais aussi, malheureusement, notre site web est en anglais, un problème d'être à Toronto, mais je dirais tous nos ressources sont en français aussi. Alors, puis on peut les partager après cet événement. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde, puis à la prochaine. Plaisir, bonne Merci journée. beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée tout le monde. Bonne fin de journée, tout le monde.